Oh, bah oui, ça c'est du beau bois d'arbre, ça, ouais. Oh, ça c'est... Oh, vous êtes là. Oh, écoutez, je suis tombé amoureux d'un coaster dernièrement qui s'appelle Ravine Flyer 2, le numéro 2, oui. Et donc j'ai décidé, jeunes gens, de me mettre au wooden coaster, voilà. Donc j'ai acheté quelques petits morceaux de bois à mon voisin et je pense que je vais faire en sorte d'en acheter de plus en plus jusqu'à vous proposer un coaster d'exception qui sera signé Docteur C'est Nul. Voilà, vous voyez, c'est du beau bois d'être, du beau bois de chêne, du beau bois de boulot. Voilà, le boulot, parce que j'en vais en avoir du boulot. J'espère en tout cas que le coaster du Docteur C'est Nul vous plaira quand il sera disponible. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Waldemeer. Ce n'est clairement pas le parc le plus connu de ce trip, mais c'est un parc qu'il nous fallait absolument visiter parce qu'il possède une machine qui vaut largement le détour. Waldemeer est le 4e parc le plus ancien de la Pennsylvanie et le 10e parc le plus ancien des États-Unis. C'est un parc qui fonctionne comme un véritable lieu de vacances à la hollandaise parce qu'en plus du parc d'attractions et du parc aquatique, parce que oui, à Waldemeer il y a aussi un parc aquatique, et bien le site dispose d'un camping qui borde le lac Erie. Le lac Erie, c'est l'un des 5 lacs de la région des Grands Lacs qui forme une frontière naturelle entre les États-Unis et le Canada, et c'est aussi au bord de ce lac que se situe Cedar Point. Cedar Point, comme ils disent là-bas. Le nom Waldemeer vient de l'allemand puisque Wald am Meer en 3 mots signifie forêt en bord de mer. Comme beaucoup de parcs américains de cette époque, Waldemeer est à l'origine une aire de pique-nique connue sous le nom de Hoffman's Grove. La Erie Electric Motor Company, compagnie de chemin de fer, loua les droits d'exploitation d'Hoffman's Grove en 1896 et renomme tout ça Waldemeer. La compagnie fit alors construire le nouveau terminus de sa ligne à Waldemeer pour que les travailleurs ne l'empruntent pas que la semaine mais également le week-end, ce coup-ci non pas pour le travail mais pour le loisir. Et donc Waldemeer, comme beaucoup d'autres, fait également partie de ce qu'on appelle les trolley parks. Le parc a fini par grossir petit à petit et en 1945, un certain Paul Nelson a commencé à travailler au parc à l'âge donc de 11 ans. Et véritable success story à l'américaine s'il en est, Paul Nelson a gravi les échelons petit à petit pour devenir directeur général de Waldemeer et même mieux, propriétaire de Waldemeer dès 1965. Paul est resté à la tête du parc pendant 58 ans et est décédé en 2023. C'est maintenant sa fille Nancy Nelson qui en a repris les rênes. La famille Nelson est donc toujours propriétaire du parc à l'heure actuelle. Et des histoires comme ça, à part aux États-Unis, je vois pas où vous pouvez en trouver. Ah c'est ça le rêve américain, qu'est-ce que vous voulez. Bref, je vous laisse maintenant découvrir ce qu'est Waldemeer et pour ce faire, je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 8e jour de notre trip américain et dernier parc que nous visiterons en Pennsylvanie durant notre séjour. Cette journée aura d'ailleurs été la plus tranquille de ce voyage, étant donné qu'aujourd'hui, nous visitons Waldemeer, un petit parc sans prétention mais non sans charme, faisant penser à une vieille fête foraine d'époque, tant dans la collection de rides dont il dispose que dans son ambiance chaleureuse et festive. Waldemeer est un véritable lieu de vacances, mêlant camping, parc aquatique et parc d'attractions, avec qui plus est un parking totalement gratuit, mais aussi un accès au parc également gratuit. Eh oui, exactement comme Kaynobles, vous avez bien suivi. Et parce que, pour continuer la comparaison avec la fête foraine, il est possible d'entrer sur le parc sans dépenser $1 et de payer ensuite les attractions à l'unité. Ou alors de faire comme nous, c'est-à-dire d'opter pour un bracelet à une quarantaine de dollars qui vous donnera un accès illimité à l'ensemble des attractions de Waldemeer. Et $40, faut avouer que ça fait quand même pas très cher. Au programme aujourd'hui, en plus des attractions diverses et variées, 5 coasters, dont une machine pour laquelle nous avons fait spécialement le déplacement dont je vous parlerai plus tard durant cet épisode. Commençons donc tout de suite les festivités avec Comet, un wooden PTC ouvert en 1951. Il s'agit plus spécifiquement d'un junior wooden designé par Herbert Schmeck et non pas Schneck, je vous vois venir, un designer qui nous est maintenant familier puisque c'était l'homme derrière les pinceaux pour Comet à Hershey Park ou encore Thunderhawk à Dorney Park. Comet est donc un wooden long de 396 mètres, culminant à 11 mètres de hauteur et poussant à 40 km/h. Le layout est quant à lui très proche des Woodstock Express de Kings Island et Kings Dominion, mais comporte néanmoins quelques petites bosses
boss supplémentaires. C'est très mignon pour les gamins, c'est pas du tout sensationnel pour les plus grands, mais en tant qu'entrée en matière sur des grands 8 en bois, ça fait tout à fait le boulot, et c'est en plus d'une douceur et d'un confort irréprochable. Poursuivons ensuite avec un Family Coaster signé Miller, constructeur très répandu aux États-Unis, qui n'a d'ailleurs jamais vendu de coaster ailleurs qu'au Canada ou qu'aux États-Unis. Le nom de ce coaster, c'est Raven Flyer 3, et ici, pas vraiment de quoi sauter au plafond. Il s'agit d'un petit coaster custom qui, contrairement à Cosmos Curve à Key Nobles ou encore à Great Chase à Six Flags New England, ne propose que très peu de petites bosses, mais un parcours majoritairement composé d'hélices ascendantes. C'est mignon pour les gamins, mais vous vous en doutez, pas du tout adapté aux adultes, dans le sens où l'ergonomie des trains ne nous fait pas toujours passer un moment très agréable. Mais bon, c'est clairement pas aux grands dadais comme nous que sont destinés ces petits coasters. On notera néanmoins l'intégration de la bestiole au-dessus d'un bassin mis en valeur par des fontaines, permettant vraiment d'enjoliver cette bécane qui fait crier la marmaille de joie et de peur depuis la synchro-sainte année 2000. Allez, les petits crédits tout gentils, c'est bien pour le Coaster Count, mais en ce qui concerne les sensations, disons qu'on reste un peu sur notre faim. Du coup, que diriez-vous de vous attaquer à un coaster un tantinet plus costaud, pour ne pas dire un coaster qui nous aura fait planifier Waldemir au sein de ce trip? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chacun des parcs que nous visitons durant ce voyage dispose d'au moins une bécane qui vaut à elle seule la visite de ces parcs. Bon, sauf Nickelodeon, mais ne m'obligez pas à reparler de ce parc des enfers. Et à Waldemir, il y a une machine à côté de laquelle vous n'avez pas le droit de passer si vous vous paumez dans cette région des États-Unis. Et cette machine, c'est un coaster pondu par Gravity Group, ouvert en 2008. Un coaster long de 884 mètres, culminant à 24 mètres et proposant une première descente haute de 36 mètres, une vitesse de 91 km/h et un parcours aussi fou que tortueux qui risque vraiment de vous laisser bouche bée. Ce coaster, c'est Raven Flyer 2, et si ce n'est pas forcément un coaster dont on parle beaucoup, il est pourtant l'un des tout meilleurs wooden coasters du monde, et très clairement l'une des plus grandes réussites du constructeur américain. Certains parleront de coaster hybride, sachant que le track est en bois et que les supports sont en acier, mais puisqu'on doit prendre en considération le track pour déterminer la nature d'un coaster, nous parlerons bel et bien ici de wooden. Oubliez donc tous vos wooden insignifiants d'Europe, oubliez les douloureux tonnerres de Zeus, oubliez l'insipide loup-garou, oubliez les canapés qui vont vite à la Vaudane. Ici, vous aurez droit à un cocktail surchargé d'enfêtes qui vous laissera pantois une fois votre retour sur les freins finaux. Un cocktail qui vous rendra addict et qui fera qu'à peine le train de retour sur les freins, vous voudrez immédiatement remonter sur la bestiole. Et je peux vous dire que même si je m'attendais à ce que ce coaster soit très bon, étant donné qu'il se traîne une excellente réputation depuis son ouverture, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Ce coaster est tout simplement spectaculaire et propose dans un premier temps une superbe vue sur le lac Erie qui borde le parc. Mais pas le temps de niaiser, voici venir la première descente 12 mètres plus haute que Nolan Lift qui vous aspire littéralement dans un ravin avec une sensation de chute vraiment folle. Et là, on peut dire que le côté soda aspiré dans la paille est clairement présent. Le coaster ne fera ensuite que prendre en vitesse, en passant par 2 fois au-dessus de la route qui longe le parc, avec de superbes airtime sur chacune des nombreuses bosses disséminées sur le parcours, en passant dans des tunnels à l'intérieur desquels il y a là aussi des bosses, en parcourant un layout tortueux et vicelard déposé sur un terrain accidenté tout en dénivelé et bordé d'arbres, faisant qu'il est très difficile d'anticiper quoi que ce soit, et créant ainsi un parcours plein de surprises, avec des changements de direction très nerveux, une prise de vitesse constante, un sentiment d'aspiration permanent, des virages à 90 degrés qui amènent directement sur une drop qui vous arrache de plus belle. Bref, c'est absolument jouissif, absolument rocambolesque et absolument indispensable au palmarès de tout coaster fan qui se respecte. C'est vraiment le genre de coaster qui ne paie pas de mine comme ça, mais qui pourtant se hissera à coup sûr très haut dans votre liste de coasters préférés. En Europe, il y a clairement rien qui lui arrive à la cheville, et même aux États-Unis, terre de wooden s'il en est, il n'y en a que très peu qui mangent à la même table que lui. On pourrait ainsi dire que Raven Flyer 2 est un modèle réduit de ce voyage. Néanmoins, le coaster est beaucoup plus smooth, s'enchaîne beaucoup plus facilement, mais reste tout de même d'une intensité et d'une agressivité folle tant il ne vous laissera aucun moment de répit du sommet du lift jusqu'aux freins finaux. L'utilisation de son terrain est dingue, le layout est dingue, la vitesse est dingue et les sensations sont très clairement au rendez-vous. Alors vraiment, jetez-vous dessus, vous m'en direz des nouvelles. Et pour que vous puissiez briller en société, je vais maintenant vous faire une petite parenthèse historique. Les plus concentrés d'entre vous auront donc constaté qu'il y a 2 Raven Flyer à Waldemir. Raven Flyer 2, le wooden que nous venons de faire, et Raven Flyer 3, le Family Coaster Miller que nous avons fait juste avant. Ceci m'amenant à vous dire que oui, il y a bel et bien eu un premier Raven Flyer. Il s'agissait ici d'un wooden coaster ouvert en 1922 et conçu par John Miller, qui a notamment designé des wooden que nous apprécions beaucoup, tels que Jack Rabbit ou Racer à Kennywood. Raven Flyer avait donc une excellente réputation et plaisait grandement aux visiteurs de l'époque, mais le coaster dut fermer en 1938. En effet, une roue d'un train de Raven Flyer s'est un jour bloquée dans la première drop du coaster, qui passait au-dessus de la même route que celle que surplombe
from Ravenflyer 2, route nommée Peninsula Drive. Le train a donc grandement perdu en vitesse et n'a pas réussi à passer le premier camelback suivant la drop. Le train a donc rollbacké et un homme pris de panique dans ce même train s'est alors levé de son siège pour regarder ce qu'il se passait derrière lui et pour s'assurer qu'aucun train qui aurait pu être lancé derrière eux ne leur fonçait dessus. Cet homme a alors perdu l'équilibre et est tombé du train. Il fit alors une chute de plus de 5 mètres sur la route en contrebas et tomba sur la tête. Il décédera quelques heures plus tard à l'hôpital suite à ses blessures. Une décision de justice fut prise et considérant que la structure du coaster n'était pas suffisamment sécurisée pour éviter les incidents, le tribunal ordonna la mise à l'arrêt de Ravenflyer et donc par extension sa destruction. Voilà, comme ça vous savez tout et vous pourrez montrer l'étendue de votre culture dans vos futures mondanités. Poursuivons avec la suite du parc, mais pas avec Ponycart qui avait l'air très alléchant mais à l'intérieur duquel nous étions manifestement trop grands pour pouvoir embarquer. Ceci me faisant dire que nous ne poursuivons pas non plus avec ce Wipeout Chance Rides ouvert en 1995, à l'intérieur duquel notre taille nous donnait la possibilité d'embarquer, mais là c'est plutôt du côté de notre motivation que ça pêchait un peu. Bon, vous me direz, côté motivation, ça pêchait aussi pour le coaster suivant, mais là c'était un devoir pour le Coaster Count, ce n'était plus seulement une question d'envie. Nous avons donc fait ce formidable spinning SBF portant le doux nom de Whirlwind, un coaster qui est ici le plus récent du parc étant donné qu'il a ouvert en 2020. Et c'est tellement nul ce truc que je lui préfère encore Ravenflyer 3, c'est dire à quel point c'est génial. Cinquième et dernier coaster de Waldemir, c'est Steel Dragon, un spinning coaster Maurer ouvert en 2004. Il s'agit ici d'un modèle SC2000, donc exactement la même chose que Crush's Coaster ou Walt Disney Studios, mais sans la partie Dark Ride. L'avantage très clair ici, c'est que vous n'aurez pas à vous coltiner 90 minutes de film pour faire un tour du coaster. Bon, il n'y a pas les bubules qu'on distingue à peine comme sur Crush, ni les requins animatroniques en plastique d'ailleurs, mais il y a quand même les sensations propres au spinning Maurer, et c'est bien là le plus important. Ah oui, ça m'amuse toujours autant ces petits coasters, je passe toujours un bon moment dans ces spinnings, leur côté virevoltant marche toujours très bien sur moi. Nous serons ensuite allés tester la bien vicieuse tour de chute de Waldemir, nommée X-Scream et signée à RM Rides. Il s'agit donc de la même tour qu'à Kainobles qui nous avait bien convaincus malgré sa courte taille. Et croyez-moi qu'ici, vous sentirez bien passer les 42 mètres de hauteur de la machine. Une tour pas bien haute mais chaudement recommandée, avec un airtime tout à fait validé au moment de la chute qui intervient sans prévenir personne. Et ça, c'est vraiment du génie. Considérant qu'il fait une trentaine de degrés et que toute attraction un tant soit peu humide pourrait nous intéresser, nous nous sommes laissés tenter par Thunder River. Un flume ride signé Hopkins est ouvert en 1996. Au programme ici, un parcours tout ce qu'il y a de plus rafraîchissant, comportant 2 drops qui feront largement le boulot, un tunnel qui saura lui aussi se montrer agréable grâce à ses embruns qui vous caresseront le visage, et un taux d'humidité global qu'on pourrait rapprocher de celui de Menhir Express au parc Astérix. Pas étonnant d'ailleurs que Menhir Express soit lui aussi un flume ride signé Hopkins. On n'est donc pas sur des tsunamis auxquels on peut parfois être confronté sur les water rides américains, mais ce flume reste suffisamment humide pour qu'on en ait pour notre argent. Là où on n'en a pas vraiment pour notre argent, c'est du côté de la restauration. Et là, je peux vous dire que Waldemir nous a proposé le repas le plus triste de l'intégralité de ce trip. Avec ici un burger au steak plus sec tumeur, agrémenté de 2 poivrons et d'une tranche de tomate coupée à l'arrache, histoire de donner un peu de couleur à l'affaire. Non, vraiment, j'ai rarement vu un plateau aussi triste que celui-là dans ma vie. Nous n'aurons pas continué cette visite en nous adonnant à des jeux d'arcade, parce qu'on avait quand même bien mieux à faire, même si on peut dire que nous aurons clairement perdu notre temps dans cette funhouse d'une nullité absolue qui n'a vraiment de fun que le nom. Ah oui, en ce qui concerne les funhouse, vous aurez clairement plus rigolo à côté avec Wacky Shack, un dark ride hybride très à l'ancienne ouvert en 1970. Mêlant donc funhouse et maison hantée avec tout ce qu'il faut d'effets pour vous surprendre, tout ce qu'il faut d'illusions d'optique et de conneries en tout genre, un système de transport préhistorique qui passe son temps à défoncer des portes pour basculer d'une salle à l'autre et qui joue de cet effet comme d'un gag, des salles toujours très fournies en tout et n'importe quoi, un éclairage qui permet de passer d'une atmosphère de franche rigolade à une atmosphère anxiogène en 2 temps 3 mouvements. Bref, ce Wacky Shack est aussi vintage qu'amusant et c'est donc également une attraction à faire lorsqu'on se rend à Waldemir. Puis regardez-moi ce système de guidage pondu par Bill Tracy, on est quand même sur un truc pas piqué des hannetons, ça rajoute vraiment au charme de ce petit dark ride sans prétention, mais qui vaut quand même le détour. Ah, et d'ailleurs, pour tous ceux qui se demandent d'où sort la commande vieux cul présente sur l'émission Parc Nautique, eh bien voici la réponse dans quelques instants. Oh la psycho! Oh la grand-mère de psycho! Oh bordel. Oh là. Oh là là! Oh Oh merde. Ah ça sent quand même le vieux cul là-dedans. Oh c'était incroyable!
Voilà. Place maintenant à la dernière attraction que nous avons testée à Waldemir, à savoir Dodge James, qui ne sont autres que les autotamponneuses locales. L'occasion de vous dire ici que les autotamponneuses américaines sont peut-être les plus nazes de la planète. Il y a vraiment trop de sécurité partout qui rendent les rides insipides. Par exemple, regardez attentivement et vous verrez que sur celle-ci, il y a carrément des lap-bars. Ah, des lap-bars aussi rembourrés pour des autotamponneuses, ça c'est vraiment le pompon. Les voitures sont qui plus est hyper lentes, il est impossible de vraiment créer des chocs lorsqu'on se rentre dedans, il est forcément totalement interdit de faire des face-à-face, c'est absolument sans intérêt, c'est totalement mou du fiac, et il n'y a pas une seule fois où on est ressorti d'autotamponneuses américaines sans être complètement blasé. C'est tellement sécurisé que ça en devient débile, et ce type d'attraction n'a absolument aucune saveur aux USA. Pas de frisbees en perla pour nous, parce que les gerbotrons italiens, ça va bien 5 minutes, et que là, même la team Gogol composée d'Emeric et de First Drop aura passé son tour. On aura bien sûr profité de quelques derniers tours du formidable Raving Flyer 2 avant de prendre la route pour nous diriger vers notre prochaine grosse destination, et là, je pense que vous aurez deviné de quel parc il s'agit. Un bilan sur Waldemir, Dubik? Je veux mon neveu. Waldemir est un petit parc local sans prétention aucune, mais à l'entretien et au fonctionnement impeccable. Et pour constater facilement qu'un parc entretient minutieusement ses machines, le mieux est de se tourner du côté des Wooden, qui peuvent très rapidement et très facilement vieillir si le parc ne fait pas tout ce qu'il faut pour les maintenir en bonne forme. Et là, force est de constater que les deux Wooden du parc sont absolument nickel, et on sent vraiment que les bestioles sont soigneusement bichonnées. Cela se traduit dans le reste du parc, où tout est propre, tout tourne comme sur des roulettes, le tout baignant dans une atmosphère chaleureuse et familiale qui rend la visite tout à fait agréable. Les employés sont qui plus est très sympathiques, souriants et serviables, ce qui rend la visite on ne peut plus plaisante. Parce que oui, même si dans l'absolu il n'y a que Raving Flyer 2 et dans une moindre mesure Steel Dragon pour nous garder en alerte tout au long de la journée, l'atmosphère de ce petit parc est suffisamment plaisante pour qu'on se prenne au jeu à rider toutes les petites couillonnades que le site a à nous proposer. Bon, ce n'est clairement pas pour la nourriture que je vous conseillerais de vous rendre à Waldemir, ça je pense que vous l'avez compris, parce que là, je peux vous affirmer qu'on n'a pas fait pire durant l'intégralité de ce trip. Pour le reste, et rien que pour Raving Flyer 2, je vous en impose la visite, tant ce coaster est formidable et qu'il vous laissera pantois une fois votre tour achevé. Et puis bon, quand on est dans le coin, le prix tout à fait dérisoire de ce parc constitue un véritable argument qui doit impérativement vous pousser à en fouler les allées. Rien que pour Raving Flyer 2, je suis persuadé que vous me serez très reconnaissant de vous avoir conseillé ce parc, tant ce coaster va vous foutre une claque monumentale. Par exemple, Emeric, First Drop et Valentin étaient très contents que je planifie ce parc dans ce trip qu'ils ne connaissaient pas du tout, et ils étaient très heureux parce qu'ils ont pu faire Raving Flyer 2 et ils en sont sortis complètement conquis. Alors oui, Waldemir est un petit peu paumé, il vous fera forcément faire un détour, mais il n'est finalement qu'à 192 km de Kennywood ou encore 220 km de Cedar Point, donc il est très facilement combinable avec ces parcs-là. Oui, parce que quand on est aux États-Unis, clairement, 200 km dans la tête, c'est l'équivalent de 50 km ici, quoi. Les distances sont pas les mêmes psychologiquement. Et si vous voulez passer la frontière pour aller vers le Canada, en plus de passer par les chutes du Niagara, Canada's Wonderland n'est situé qu'à 199 km de là. De notre côté, quand on a planifié ce trip, on a voulu coupler Waldemir avec Conneaut Lake Park, qui disposait notamment d'un Wooden nommé Blue Streak, qui était certes SBNO depuis 2019, mais qui donnait des signes encourageants de réouverture pour 2022, mais le coaster a brûlé début 2022, et de toute façon, le parc a fait faillite peu de temps après. Au moins comme ça, c'était réglé. Aujourd'hui, Conneaut a été racheté et est opérationnel, mais ils ont dégagé tous les coasters, il ne reste plus qu'un petit kiddie à la Nerchel, ouvert initialement en 1950. Après, je pense quand même que Conneaut reste un parc intéressant à visiter, parce qu'il dispose d'un tel catalogue d'attractions vintage que c'en est un véritable musée à ciel ouvert, où vous pourrez tester des vieilleries qui ne tournent plus nulle part ailleurs, et en plus le parc n'est situé qu'à 50 km de Waldemir. Alors oui, concernant Waldemir, ne vous attendez pas à un parc énorme dans lequel vous pourrez passer une journée complète, à moins que vous ne combiniez avec le parc aquatique. Si on veut tirer la comparaison, même si c'est un petit peu bancal, je dirais que c'est l'équivalent américain de parcs comme Duinrell ou comme Slagaron par exemple, en termes d'envergure en tout cas. Mais c'est pas pour autant qu'on n'y passe pas un bon moment, et comme je vous l'ai dit, le parc dispose d'un argument de choix qui doit impérativement vous pousser à le visiter. Parce que oui, des Wooden, je commence à en avoir fait une certaine quantité, et là il est clairement dans le très haut du panier. Il mange à la même table que des coasters comme Phoenix, comme Mystic Timbers, comme El Toro à Great Adventure ou comme The Voyage par exemple. C'est vraiment un coaster de dingue. En plus, le parc est vraiment pas cher, avec parking gratos et bracelet illimité pour faire toutes les attractions à une quarantaine de dollars. Donc si même avec ça vous n'êtes pas motivé, je peux plus rien pour vous les gars. Il est temps pour moi de clôturer cet épisode consacré à Waldemir, j'espère évidemment qu'il vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo les petits potes, nous nous attaquerons à un très
très gros morceau, étant donné que nous irons dans l'Ohio pour parler d'un certain Cedar Point. Et jusqu'à cette vidéo consacrée à l'une des 2 capitales mondiales du roller coaster, hein, ça se fait la guerre avec Magic Mountain, et bien comme d'habitude les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! Oh, ça c'est du beau bois d'arbre, ça. Oh, oh. Attends.